tous, merci d'être avec nous sur Sport en France. Nous sommes ensemble pour une nouvelle émission Génération Jeune. Ça va être très fun, mais ça va être surtout très freestyle. Et oui, vous le savez, nous sommes toujours à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2021. Et oui, sacré défi pour eux. Allez, coup de projecteur tout de suite sur notre champion du jour. C'est parti. Et cette semaine, rencontre avec le numéro 2 mondial de parcours freestyle. Il a 25 ans, il a du style et un grain de folie. C'est Johan Tenoir. L'art du déplacement en milieu urbain n'a plus aucun secret pour lui. La nouvelle discipline de la Fédération française de gymnastique voit les choses en grand. L'objectif, intégrer le programme olympique. Et c'est un très beau défi. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. D'abord, les présentations. Salut Johan. Salut Maxine, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Et toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Exactement. Et ça me fait plaisir. Et tu as changé de coupe de cheveux. Exactement. À un moment donné, il faut couper un petit peu. Tu avais trop chaud cet été, là, ça te gênait pendant le confinement, tout ça. Oui, meilleur aérodynamisme. Ah ouais, on est parfait. Pour les figures, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que tu es toujours membre de la French Freerun Family? Dis-moi. Oui, bien sûr. Ouais. Collectif qui a été créé il y a quelques années maintenant, qui regroupe... 2009. Exactement, qui regroupe 7 à 8 athlètes, toujours dans le monde du parcours et du freerun, mais qui ont des capacités et des compétences différentes. Et qu'est-ce que vous faites du coup avec cette académie-là, En fait, avec ce collectif, on développe tout ce qui est par rapport à l'enseignement, apprendre ce sport que nous, on a dû apprendre en autodidacte. À côté de ça, on essaye de pouvoir notamment en vivre, c'est-à-dire... globalement, en faisant beaucoup de spectacles, en proposant des choses à des marques ou des marques qui viennent nous démarcher pour utiliser nos talents dans leur pub ou leur campagne. Toujours basé à Châtelet? Exactement. Trop bien. Alors Johan, tu vas nous expliquer un petit peu. Tu me dis si je me trompe, mais pour moi, le parcours et le freerun, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes dans le sens où le parcours, moi, j'associe plus ça maintenant à la compétition, à l'effort pur et dur, tu vois, en compétition. Et le freerun, c'est la liberté, c'est autre chose. C'est vraiment s'adapter à l'environnement que tu as autour de toi et aussi créer quelque part ta propre personnalité. Alors pour le coup, pour moi, il y a ça plus ou moins dans les deux sports. Je dirais que la grosse nuance qui sépare un petit peu les deux, c'est le côté un peu plus utilitaire, la recherche de la rapidité qu'il y a au sein du parcours. Par contre, le freerun, c'est vraiment plus l'esprit un peu plus créatif. Pour donner une nuance, ça serait un petit peu comme le roller pour aller vite dans la ville et le roller freestyle en skatepark. C'est le fait de la distinction qu'on va lui donner. Maintenant, les deux sports ont plus ou moins les mêmes valeurs. En général, une personne qui va pratiquer le parcours fait également du freerun et vice-versa. C'est deux disciplines qui sont vraiment très complémentaires. Maintenant, en général, il y a des gens qui choisissent de se mettre un peu plus dans l'une des deux. Après, toi, tu es freerunner, mais du coup, tu pratiques aussi le parcours. Exactement, et en toute honnêteté, je prends autant de plaisir, voire même plus, à pratiquer le parcours plutôt que le freerun. Bon, alors tu viens pas du tout de cet univers-là, parce que quand tu étais petit, tu as commencé avec la lutte. Exactement. Incroyable. Oui, voilà, aucun rapport, même si j'ai appris quelques acrobaties à la lutte, pour l'effet du... en fait... Savoir où est-ce qu'on en est dans l'espace, connaître son corps dans l'espace, c'est quelque chose qui est utile en fait en lutte pour pouvoir se tirer de situations un peu difficiles. Et pour le coup, moi je me suis mis là-dedans aussi grâce à ça et grâce à mes amis qui ont commencé plus ou moins à la même époque. À la même époque, oui, mais bien sûr. Et en plus, la lutte, ça t'apprend mine de rien aussi à savoir un peu tomber. Je pense que ça doit te servir aussi. Là, pour le coup, l'avantage, c'est que c'est un sport qui se fait un petit peu en duo, la lutte, forcément, parce qu'il y a l'adversaire qui est avec nous. Pour le coup, ce qui est vachement avantageux quand on tombe avec le parcours, c'est qu'on peut se réceptionner seul et surtout, il y a moins de risques de chute ou de blessure, ce qui peut paraître pas forcément concret. Bon, alors, la lutte, t'en as eu marre. Et puis, dans les années 2000, t'as vu Banlieue 13, Yamakasi... Et puis là, tu t'es dit, tiens, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Exactement, au bout de mes 1 an de lutte, j'ai rencontré des amis du coup dans la petite ville dans laquelle je viens, dans le nord de la France, exactement, qui passaient vraiment dans la ville en disant on vient de regarder Banlieue 13 et Yamakasi, on va essayer de reproduire. Moi, j'étais en train de jouer au foot et j'ai directement suivi ces amis-là. Dans un premier temps, c'était vraiment de l'amusement. On criait Yamakasi en sautant par-dessus une marche, c'était vraiment de l'amusement pur et dur. Moi, à côté de ça, je continuais ma carrière de lutteur. À un moment donné, je suis arrivé, j'ai eu l'occasion de faire 2 titres au championnat de France en lutte, donc 2e et 3e, dans 2 catégories différentes.
Et j'ai eu l'occasion d'intégrer une école spécialisée pour pouvoir essayer d'en faire plus ou moins mon avenir professionnel. Au bout de ces 1 an, je me suis vraiment rendu compte que c'était un sport qui était vachement basé sur la compétition, pas spécialement mes valeurs à ce moment-là. Ouais. J'ai appris énormément de choses là-bas au bout d'1 an. Ouais. Par contre, au bout de ces 1 an, j'ai eu un besoin de liberté. Du coup, quand je suis retourné dans le Nord, j'ai vu tous mes amis qui avaient progressé dans cette discipline, qui s'étaient donné un petit peu une rigueur. Ouais. Et du coup, ça m'a directement remotivé à réessayer, et pour le coup, plus du tout dans l'amusement, mais vraiment en essayant de comprendre mon corps, essayer de trouver des atouts que je pouvais avoir. Ouais. Enfin, ça n'a pas du tout été la même démarche en 1 an d'écart. Depuis quelques années maintenant, on peut dire que tu es freerunner professionnel, parce que, en fait, au-delà de ta passion, c'est devenu ton véritable métier. Et vous avez fait les vidéos avec la French Freerun Family, notamment pour le jeu vidéo Assassin's Creed. Exactement. Est-ce que c'est aussi grâce à ces vidéos que le sport est devenu un petit peu plus populaire et s'est vraiment développé? Pour le coup, je pense vraiment que ça y a joué, parce que ça offre notamment à un public un peu plus gamer une vision de ce qui pourrait réellement se faire dans la vraie vie. Et ensuite, en fait, ça a surtout donné une sorte d'intérêt à la discipline, un intérêt qui pourrait se partager dans divers univers. Maintenant, la discipline est utilisée un peu dans tout, notamment des cascadeurs. Maintenant, ça peut être des freerunners. Enfin bref, ça a vraiment ouvert la discipline à un plus large public que ce qu'il était à l'époque. Puis la première vidéo, il me semble qu'elle a fait 80, enfin là, elle est à 95 millions de vues et quelques. C'est énorme. C'est incroyable. Bon, on vous reconnaît pas trop. T'étais quel personnage, toi? Moi, je suis celui qui est un petit peu verdâtre avec les liserés rouges. D'accord. Qu'on ne voit pas sur cette séquence. Qu'on ne voit absolument pas maintenant. Mais c'était vraiment cool d'avoir une expérience comme celle-ci, parce que c'était un tournage très intense. Le réal avait vraiment une idée de ce qu'il voulait. Et en même temps, interpréter, moi, personnellement, un jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était vraiment énorme. Plus que cool. Bon, ceux qui nous regardent doivent peut-être penser qu'aller des toits de Paris au sol, ça prend un temps fou. Eh bien, en fait, pas pour Johan. Non, non. Ça prend, allez, top chrono, 1 minute. Regardez. Trop fastoche, Johan. Franchement, ouais. Facile, je ne dirais pas. Mais ce que je préfère dire en général face à des vidéos comme celle-ci, c'est qu'il ne faut pas croire que je me suis jeté dans cette descente comme ça, inconsciemment. En fait, il y a vraiment une recherche déjà de la trajectoire, et surtout une vérification des matériaux ou autres. Par exemple, la première échelle que je descends, il faut savoir, sur les toits de Paris, il y a énormément d'échelles qui ne tiennent presque plus. Faut vraiment quand même un minimum de conscience et d'attention pour faire, du moins pour se balader avec autant d'aisance sur les toits, notamment de la prudence. Oui, puis tu me le disais, ça fait énormément de temps que tu vas sur les toits de Paris. Je pense que tu commences à voir ce qui est bien, là où tu peux aller, où tu peux peut-être moins aller. Et justement, comment t'arrives-toi à gérer cette notion de peur? Est-ce que, avant de faire, je sais pas, un enchaînement comme ça ou de descendre un toit, tu vas bien voir tous les détails? Combien de temps ça te tente de faire tout ça, tout ce repérage?
Je sais pas, je pense que cette vidéo a dû me prendre une bonne heure et demie, 2 heures. Ouais. Je connaissais déjà le toit, j'avais déjà visualisé, donc j'ai été pour faire ça. Ouais. Forcément, j'ai testé l'intégralité de mon trajet. Ouais. D'abord comme ça, sans faire de temps. J'ai quasi fait tous les sauts, pas dans l'enchaînement. Déjà aussi pour savoir si mon corps était en capacité, parce que le fait de descendre, c'est beaucoup plus facile. Par contre, descendre, c'est aussi énormément de choc, énormément de fatigue dans les jambes. Et ben, là, les jambes, c'est ce qui est le plus utile dans une traversée comme celle-ci. Bon, tu as fait un autre truc complètement dingue, on va mettre les images. Vraiment, ça ne t'est jamais arrivé de te faire peur sur quelque chose? Me faire peur, forcément. Maintenant, l'objectif, c'est de se faire peur en entraînement, justement pour pouvoir prévoir et analyser en fait ce qui peut arriver. Dans notre entraînement, en fait, il y a une part de apprendre à tomber, notamment, ce qui au final, en fait, c'est pour avoir des réflexes instinctifs. Ouais. Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas en avoir besoin. Là, qu'est-ce que tu ressens là, quand tu es là? En toute honnêteté, j'essaye tout simplement de me dire que je suis sur ma barre de traction, chose que je peux faire quotidiennement et qui au final ne requiert pas d'effort physique. Rester pendu à une barre pendant 30 secondes, c'est pas un effort physique, c'est une habitude. Maintenant, si là sur quelque chose comme ça, je tombe, c'est parce que mon mental n'était pas prêt. Parce que mon corps sait tenir une barre sans problème. Ouais. Ensuite, le vide, c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'appréhende. J'étais forcément pas à l'aise à ce point-là à l'époque. Et notamment, pour moi, ceci est un challenge. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec mon bas du corps que le haut du corps. Ouais. J'ai une énorme confiance en mes jambes. Ouais. Sauter de toit en toit, j'ai pas de réelle peur. Okay. Si je visualise un saut, il va se passer directement. J'ai moins confiance à mes bras. Du coup, ça a été un travail. Ouais. Et pour le coup, je peux, à l'heure actuelle, leur faire confiance. C'est pas demain qu'un barreau de grue va se décoller. Ouais, normalement. Donc ensuite, c'est que mes performances face à... Bien sûr. Voilà, face à l'exploit que j'essaye de réaliser. Tu as commencé le parcours, le freerun, vers 13 ans, plus ou moins. Donc ça fait quand même pas mal d'années que tu en fais. Et tu as vu vraiment évoluer la discipline, comme tu le disais. Alors maintenant, le parcours fait partie de la Fédération française de gymnastique. Exactement. Et de la Fédération internationale de gymnastique. Comment toi tu vois tout ça? Est-ce que c'est quelque chose de très bien pour vous? Moi, j'y vois un énorme avantage, tout simplement parce que c'est un sport que moi, j'ai dû apprendre en autodidacte. Ouais. J'avais aucun professeur, il n'y avait rien autour de moi qui pouvait m'aider à progresser là-dedans. On a dû démarcher des salles de gym, on a même fait on a envoyé des documents aux mairies pour essayer d'obtenir en fait des choses. Et au final, c'est les salles de gym qui nous ont le plus aidé dans notre progression. Bien sûr. Aujourd'hui, ce que nous, on a eu du mal à traverser à l'époque pour pouvoir progresser, les jeunes d'aujourd'hui vont en avoir les fruits et la discipline ne va faire que se développer. Et ça sera plus facile pour eux justement d'y avoir accès en fait. Exactement. Ouais, carrément. Bon, tu es numéro 2 mondial en freestyle, pas mal. Tu fais une année 2019 avec de super résultats. 3e de la Coupe du Monde à Montpellier, 2e au Japon, 4e en Chine et 5e au World Urban Game à Budapest. Pour toi, quel run a été le meilleur? Je dirais celui d'Hiroshima. Celui d'Hiroshima au Japon? Celui où j'ai fait 2e, tout simplement parce que je fais plus de choses que moi j'apprécie faire. Ouais. Et en général, il y a tout type de choses. Moi, je mise beaucoup sur les basiques très techniques, sur des choses qui vont être au visuel pas forcément très difficiles à réaliser, mais qui pourtant requièrent une énorme difficulté. Du coup, je prends un énorme plaisir à réaliser ça exactement. Comment ça se passe un petit peu là? On voit des images en compétition. Comment vous êtes noté en fait? Alors, il y a une première base qui va noter du coup l'utilisation du terrain. Ouais. Du coup, il faut essayer d'utiliser au maximum le terrain, notamment tout le terrain. Ouais. Et c'est l'un des premiers formats de ce type en fait qui requiert des runs qui sont aussi longs. En général, on est sur des runs qui sont d'un peu plus d'1 minute. Ouais.
ce qui correspond plus ou moins à 12-13 acrobaties, ce qui est au final assez énorme. Il n'y a pas de trampoline, il n'y a pas de tapis, du coup c'est qu'à la force de nos jambes ou de nos bras qui nous permettent d'amortir, exactement, qui nous permettent d'être le plus doux possible avec le sol. Là c'est Budapest. Là c'est Budapest, exactement. Et donc ça, ce mouvement-là, toi tu l'avais répété combien de fois avant? Le tout premier mouvement, je pense que c'est celui que j'ai le plus répété, parce que le move n'est pas spécialement très compliqué. Par contre, il y avait très peu de place pour atterrir. C'est énorme. C'est sur ce genre de choses que je mise mes points en compétition. Waouh. Et puis il y a aussi le speedrunning du coup, mais ça, toi, c'est pas ce qui t'intéresse forcément. C'est moins ma façon de faire, ça offre moins la créativité. Par contre, ça requiert une concentration et une aptitude à traverser les obstacles que je n'ai pas spécialement. Maintenant, j'adore m'entraîner à faire ça. La grosse nuance entre les deux, c'est que l'un va être noté sur les mouvements réalisés et l'autre va être totalement noté sur le chronomètre réalisé. Bah ouais. Du coup, moins subjectif le chrono, forcément. Exactement. Le parcours au jeu, tu dis oui? Le parcours au jeu, je dis oui. Toute honnêteté, j'ai mon point de vue là-dessus. Le parcours, c'est-à-dire le speedrunning... Attends, garde-moi ta réponse. Parce qu'on en parle tout de suite dans la rubrique Jusqu'à la flamme. Alors, le speedrunning, du coup. Le speedrunning, pour moi, ça a totalement sa place aux Jeux Olympiques, tout simplement parce que c'est un chrono qui va définir qui est le gagnant. Ça va être à celui qui va être le plus rapide, celui qui aura aussi trouvé la meilleure technique pour pouvoir franchir tous ces obstacles. Pour le freerun, c'est vachement différent parce que pour le coup, ce qui est assez différent de la gymnastique, c'est qu'on va noter des mouvements qui sont très précis en gymnastique, c'est-à-dire que chaque pointe de pied va compter un point ou un demi-point. Dans le freerunning, ça va être quelque chose de très différent. C'est-à-dire que l'amorti ou notre façon d'atterrir va notamment être différent. En gymnastique, on va dire, si on met les mains au sol, on va perdre des points, alors qu'au final, nous, ça va être une meilleure façon d'absorber le sol. Et chacun a un corps différent, a des capacités différentes, et du coup, on ne va pas faire les choses exactement de la même façon, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y en a un qui va être réellement meilleur que l'autre. C'est là où, pour moi, la subjectivité de cet art, ça serait une erreur de l'inclure au JO, parce que ça changerait les valeurs de cette discipline qui, pour moi, sont énormes, qui sont basées notamment sur la liberté et sur l'expression corporelle. Donc au final, toi, les Jeux Olympiques... tu es en train de me dire que ça ne fait pas forcément rêver tout le monde. Exactement. Moi, j'ai pour objectif vraiment d'en apprendre le plus dans ma discipline, d'essayer de réaliser le plus de choses possibles, de mêler ça avec différents autres arts, notamment le parcours, l'acrobatie circassienne ou même le théâtre ou autre. Mais c'est essayer de mêler mes capacités physiques avec différents arts et surtout de me retrouver un peu dans tout. Maintenant... les JO, ce n'est pas réellement un objectif. Quand je faisais de la lutte, c'était un objectif qui m'a trotté pendant un an. C'est quelque chose qui m'a pas encouragé à continuer, mais au contraire qui m'a dit, mais en fait, essaye plutôt de développer ce qui te ressemble le plus. Et de te faire plaisir surtout. Exactement.